Je vous remercie d'être venus, si peu nombreux, dans cette catacombe où, comme les premiers chrétiens, nous nous tenons loin des jeux du cirque. Quantitativement et qualitativement, l'antijudaïsme de Voltaire est énorme. Il est suinte de toute son œuvre. On peut faire fi du juif Issachar dans Candide, mais il est beaucoup plus délicat d'ignorer les entrées juifs, judées, prépuces, circoncision, etc., que Voltaire a tenu à mettre dans le dictionnaire philosophique, y compris dans les lettres philosophiques et la plupart de ses autres œuvres. Et qualitativement, cet antijudaïsme n'est pas une simple opinion, voire une espèce d'obsession de Voltaire. Tiens, ça ne marche plus, ça. Si bien, j'improviserai s'il faut. Une obsession de Voltaire qui s'affirmerait autant que faire se peut, mais cet antijudaïsme est véritablement consubstantiel à sa philosophie. Il est systématique, c'est un système. Ce n'est pas quelque chose de par-dessus le marché qui viendrait s'ajouter à sa philosophie, mais c'est réellement une donnée de la pensée de Voltaire. Ainsi, nous pouvons, sans risquer l'anachronisme, l'avoir baptisé antisémitisme. En outre, dans l'Essai sur les mœurs, Voltaire déplore que les Juifs furent punis, je cite, mais moins qu'ils ne le méritaient, puisqu'ils subsistent encore. Donc on a là l'esprit voltairien, un authentique regret qu'il n'y ait pas eu une Shoah avant la lettre, ou en tout cas un judéicide, comme vous le savez tous, il y a en cours un féminicide. Mais bon, je vois qu'il y a encore quelques dames parmi nous, donc il n'est pas encore achevé, et il faut s'en féliciter. La deuxième énormité devant laquelle nous allons nous trouver placés, après cette énormité quantitative et qualitative, c'est l'énormité du vide. C'est-à-dire l'antisémitisme formidable de Voltaire a été volatilisé, n'est-ce pas, comme un Palestinien dans le phosphore blanc, et les œuvres de Voltaire en sont exemptées, expurgées. Alors là, il faut le faire. J'ai eu en main une édition du dictionnaire philosophique. Il n'y avait pas trace d'antisémitisme, sauf peut-être dans la préface, bien sûr, ou systématiquement dans les préfaces, on nous dit « Oui, Voltaire était aussi anti-juif », mais il l'explique chaque fois par la rancune de Voltaire, parce que les Juifs lui auraient, pour reprendre l'expression de Voltaire lui-même, rogné les espèces, c'est-à-dire qu'il aurait prêté à intérêt et il aurait perdu de gens. Voltaire a fait lui-même litière de cette accusation. Si j'ai dit que quelques déprépucés m'ont rogné les espèces à Metz, à Francfort ou à Varsovie, ce dont je ne me souviens pas, je leur en demande pardon, car étant près de finir mon pèlerinage, je ne veux point me brouiller avec Israël. Ou, autre part, j'ai essuyé des banqueroutes autant considérables, sinon plus, de bons chrétiens, sans crier, toujours Voltaire. Donc on voit que c'est pas ça. Je vous affirme, pour l'avoir lu consciencieusement et totalement, que l'antisémitisme de Voltaire, ce n'est pas... Il s'en fout de ça. C'est pas la question, on verra ce que c'est. Quant au catholique, lui, qui va hurler à l'antisémitisme de Voltaire, on remarquera aussi qu'il se garde bien de nous faire la charité de quelques morceaux choisis, l'aumône de quelques miettes nauséabondes. Depuis si longtemps qu'on voit le parti catholique, le parti clérical, détester Voltaire, il n'y a rien de si ordinaire que ça. On se signait jadis au simple énoncé de ce nom, maudit. On voue l'homme aux gémonies, on voue l'œuvre à l'enfer, mais on se garde bien de nous montrer quelques lueurs de cet enfer. Alors, c'est une interrogation, ça aussi. Pourquoi le catholique de tradition anti-progressiste, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, ne fait pas le boulot que j'ai fait là? Pourquoi ne jette pas
ne jette-t-il pas à travers la face bouffie et rouge du progressiste tiens, regarde ce qu'il est, ton idole, pour le casser. Petite parenthèse, je vais nommer par la suite catholique et progressiste, les deux boutiques du crétinisme pour moi, hein, pro et anti-Voltaire. Mais je tiens à vous dire d'abord que ma critique ne concerne en aucune manière le catholicisme, ni même le progressisme, hein, lesquels pour moi d'ailleurs ne sont plus réels. Je serai moi-même catholique, sans ce doute mélancolique, comme Soral ou Escada, mais hors d'eux, je n'en vois pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le catholicisme, pour moi, il faut d'abord voir ce qu'il est. Moi, je n'ai rien contre le catholicisme. Quant au progressisme, dans la mesure où il s'agirait du culte du progrès, là aussi, du progrès, je n'en vois nulle part, seulement de la régression généralisée. Nous allons y revenir. Donc le catholique part en guerre contre le progressiste à propos, par exemple, de la GPA-PMA. Il clame que c'est le progressisme. Et je vous assure que j'écoute suffisamment Radio Courtoisie, c'est mon seul loisir. C'est le progressisme qui explique cette saleté. Et comme il fait de Voltaire un des pères du progressisme, on voit pourquoi on s'en prend à Voltaire. Aussitôt, l'antifasciste va se précipiter comme il se doit pour défendre le progressisme et la libération de la femme. Ce qui fait que ils sont dans une surenchère de facticité, n'est-ce pas? Nous avons donc deux boutiques concurrentes du crétinisme, et la concurrence, on le sait, stimule le commerce. Les deux s'enrichissent l'une l'autre dans une surenchère de facticité, elles se désignent l'une l'autre à la vindicte, se concentrent l'une sur l'autre en se montrant du doigt. Ouais, GPA, PMA, c'est le communisme, c'est Marx et Lénine. Non, mais je l'ai entendu, je cite, je mets le guillemet. Conclusion d'une longue émission sur Radio Courtoisie sur les origines du gender et du GPA, PMA. On le voit, finit le conférencier, on le voit, la GPA, c'est Marx et Engels. D'accord. Mais le gauchiste, il lui dit, voyez, c'est la noire réaction avec ses scapulaires dans la rue. Elles se désignent l'une l'autre, donc elles se renforcent ainsi. Elles ne sont pas, d'ailleurs, quelque chose qu'on pourrait haïr, hein, puisqu'elles ne sont plus réelles. Je pense qu'elles sont dans une surenchère de la facticité. On va y revenir. C'est une évidence pour moi qui crève les yeux. Hein, ça, c'est comme les balles du LBD, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup à la voir. Qu'est-ce qui permet la séparation objective entre la fluorescence des gilets et les auréoles de la bonne bourgeoisie qui marche pour tous? Pourquoi on n'est pas ensemble? Je vais vous dire, c'est parce qu'on ne peut pas. Moi, je ne peux pas aller marcher contre le progressisme, parce que je ne vois pas de progressisme. Je pense que... Mais je vais y revenir sur la nature de notre époque, qui est une époque de capitalisme décomposé. C'est des réactions sur toute la ligne. Donc, mon grief, ce n'est pas contre des ismes, catholicisme, progressisme, c'est contre une situation qui déjà me déplaît dans sa manifestation, dans sa réalité. Hein. Par exemple, je le cite, j'ai vu sur le site. Sur le site, j'ai vu un valeureux jeune homme, un courageux militant de l'Action française, qui a défié les gardes du corps, qui s'est précipité dans une conférence où se tenait M. Hollande, et lui a crié férocement « Ah bah la République !» Mais si vous voulez que ça lui foute à Hollande? La République, il s'en tape. D'abord, il aurait préféré être roi, lui aussi. Hein. Faut le savoir. Hein. Puis alors, le jeune, il aurait pu dire « Ah bah la 5e République !» À la limite. Mais il ne peut pas, parce que qu'est-ce que c'est la 5e République si ce n'est une monarchie républicaine? Je vous rappelle que Charles de Gaulle était maurassien. Complètement maurassien. Et s'il a fait la 5e République, c'est parce qu'il voulait mettre un peu de monarchie dans cette République. Alors, la République, un Hollande qui s'est coulé avec délice dans les institutions monarchiques, où l'exécutif est... Qu'est-ce qu'il voulait qu'il en foute, Hollande? Je veux dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Dans la manifestation de la réalité, ces doctrines n'amènent qu'à des impasses. La séparation des Gilets jaunes, d'avec la manif pour tous, l'échec de la manif pour tous aussi. Pourquoi l'échec de la manif pour tous? Comment ne pas juger d'un mouvement qui contient dans son sein des jeunes gens formés par le scoutisme, donc une formation paramilitaire,
et qui dans son sein aussi a beaucoup d'officiers et de sous-officiers. J'ai marché dans les premières manifs pour tous. Hein. Il y avait des familles, mais il y a aussi de ce matériel humain. Moi, j'ai été militant dans ma jeunesse d'un groupe extrême. Je sais très bien que même si on n'est pas si nombreux, avec un entraînement suffisant et un esprit un peu militaire, on peut faire un service d'ordre efficace. Et la manif pour tous, avec la puissance qu'elle avait dans les premières manifs auxquelles j'ai assisté il y a deux ans, aurait pu facilement empêcher la moindre fémène de pénétrer là-dedans, y compris les flics. Moi, j'ai vu des manifestations où la CGT empêchait physiquement, sans violence, physiquement, la flicaille de rentrer. Les flics étaient obligés de mettre à l'extérieur la manif leur brassard et sortir leur télescopique, alors que là, ils le faisaient dans la manif. Donc, je veux dire, concrètement parlant, mais je ne veux pas continuer avec les incidentes, parce que demain, nous serons encore là. Donc, l'étude de l'antijudaïsme de Voltaire va nous révéler cette connivence fondamentale entre catholiques et progressistes, navrés. Ils partagent la même thèse et vont bâtir, je parle de l'antisémitisme de Voltaire, ils vont bâtir sur cette fondation leur attitude politique respective. Cette thèse, la voici, la thèse qui est défendue par tout le monde, sauf moi, mais peut-être bientôt vous. Voltaire ne s'en prendrait aux Juifs que pour atteindre par derrière le chrétien. Il ne raille Abraham que pour abaisser Jésus. C'est que c'est par haine de la religion chrétienne, et plus particulièrement du catholicisme romain, que Voltaire a attaqué les Juifs. Son anti-judaïsme ne serait qu'un anti-christianisme déguisé. Et les deux adversaires, ensuite, ne se disputent plus que sur l'appréciation morale. Pour les uns, c'est un plus, hein. C'est une excuse pour le progressiste. Ah, mais il attaque les chrétiens, très bien. Et pour le catho, c'est une circonstance aggravante. Mais on s'en fout, parce que je prouve dans mon livre que cette thèse est archi mensongère, éhontée. Elle est basée sur l'ignorance crasseuse, ridicule ô combien. Les ennemis de Voltaire sont destinés à être toujours ridicules. C'est une glace à la vanille, c'est une grâce de plus donnée par Dieu à ce grand homme, écrivait Gustave Flaubert, qui pourtant, comme vous le savez, était un anti-moderne, mais qui, comme Nietzsche et comme Adolf Hitler, aimait beaucoup Voltaire. Je sais, c'est pas un critère. Mais franchement, il n'y a rien, absolument rien, dans son texte abominablement antisémite, de nature à offenser un chrétien. Qu'il y ait de matière à offenser le citoyen, on est OK. Mais le chrétien, je ne vois pas où. Hein, puisqu'il s'en prend contre l'époux, les ulcères, la puanteur, leurs mœurs, aux Juifs. Hein. Il dit qu'ils sont scatophages, anthropophages, qu'ils sont lubriques. Il s'en prend à la circoncision et à toute ostentation religieuse qui ne concerne en aucune manière les chrétiens. Un chrétien ne pourrait y redire, si ce n'est encore une fois par charité pour quelqu'un d'autre. Et même, je dirais qu'un vieux chrétien de tendance Saint-André des Champs, du vieux catholicisme ancien, sans les approuver réellement, n'en serait pas formalisé plus que ça. Donc, Voltaire, si Voltaire n'avait pas eu d'autre objectif que d'attaquer les chrétiens à travers les juifs pour saper le fondement du christianisme, eh bien, il est évident qu'il aurait ouvert le feu contre les aspects homogènes des deux religions. Or, il a fait exactement le contraire. Non seulement il visait le seul juif, mais il l'a visé au cœur, dans son être juif, dans sa race, pour parler comme lui, puisqu'il était, comme tous les philosophes de son temps, racialiste. Ce qu'il veut, son projet affirmé, c'est remettre Jésus, le Nouveau Testament, dans tout l'éclat de sa lumière. Une lumière nouvelle, pour lui, inédite et radicale. Il voulait détacher le christianisme du judaïsme, comme bien plus tard Simone Weil, pour qui, rappelons-le, le péché originel du christianisme était ce lien contre nature d'avec le judaïsme, dont elle disait, de ce lien, qu'il était une atroce plaisanterie, tant le Dieu, la divinité de l'Ancien Testament lui semblait d'une autre nature que le Père dont Jésus est venu nous parler. Même chose pour Voltaire, qui, dans un épisode des dialogues philosophiques intitulé « Un chrétien et un juif devant un sénateur en présence de Marc Aurèle », c'est une œuvre de Voltaire, et là-dedans, Voltaire ridiculise les arguments du chrétien
qui prétendent démontrer que la naissance de Jésus, sa vie, sa mort auraient été prédites par les prophètes juifs. On n'a pas le temps de citer, mais c'est désopilant. Et il prend des remarques qui sont censées prouver ça et il montre à quel point c'est grotesque. Dans un autre ouvrage qui se nomme Examen important de Milord Bolingbroke, Voltaire écrit « Le christianisme est fondé sur le judaïsme. Voyons si le judaïsme est l'ouvrage de Dieu. » Et il va s'efforcer tout au long de cet ouvrage de démontrer que non. Il dit, en substance, Voltaire aux chrétiens, « Si vous fondez votre religion sur le judaïsme, vous ne la fondez point sur Jésus-Christ. » Car Voltaire, première nouvelle, première surprise, était chrétien. C'est indubitable. C'est pas de moi, ça. Hein. C'est l'évidence scandaleuse d'où il va falloir réfléchir. Sans doute, philosophiquement, on le sait, il était théiste. Mais ça, la croyance dans l'être premier, c'est juste, en réalité, c'est une reprise de la vieille scolastique sur la question de l'absolu. Mais profondément dans son âme, il était chrétien. Hein. C'est d'ailleurs la différence radicale entre lui et le baron d'Holbach, par exemple, ou d'Alembert, mais surtout d'Holbach, l'auteur du traité des trois imposteurs, qui, lui, haïssait le Christ. Lisez le traité des trois imposteurs et lisez Voltaire, vous allez voir deux spiritualités radicalement antagonistes. Restez juifs puisque vous l'êtes, écrit-il le 21 juillet 1762 au juif Isaac Pinto, et il signe Voltaire, chrétien, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, très chrétien. Dieu mort sur cette croix et qui revit pour nous, chante-t-il dans Zaïre. Ben, c'est bien ça, Madame de Staël et Chateaubriand, hein, deux chrétiens même très ancien régime, ont tous les deux loué à plusieurs reprises le christianisme de Voltaire. Voltaire, cette tradition méconnue, qui commence avec saint Paul d'ailleurs, hein, et va se radicaliser avec ceux qu'on va appeler les gnostiques, que moi j'appelle le marcionisme, mais parce que c'est celui qui m'est le plus sympathique, mais aussi Ménandre, Cérinthe, Basilide, Carpocrate, ceux que l'on nomme sous ce terme générique de gnostiques, mais qui ne sont rien d'autre que des chrétiens. Hein. Le gnosticisme, c'est d'essence chrétienne. Je ne vais pas faire la conférence là-dessus, je pourrais le faire, parce que j'ai lu pas mal, mais il y a deux thèses là-dessus, que ça vient du manichéisme ou que ça vient en réalité de chrétiens au IIe siècle, après Jésus, qui ont radicalisé la pensée de saint Paul, qui était l'apôtre des gentils, et qui a voulu, saint Paul, nettoyer le christianisme de sa crasse judaïque, pour employer l'expression de Voltaire. Les Juifs ne plaisent point à Dieu et sont ennemis des autres hommes. Épître aux Thessaloniciens, je crois. 2,15, saint Paul. Céline, ce cher Céline, qui est méchant, hein, appelait l'église de Rome la vieille sorcière judaïque. C'est pas sympa. En tout cas, de nos jours, cette chère vieille dame a achevé sa mue judéo-chrétienne, parce qu'après Vatican II, il y eut un accouplement de plus en plus étroit avec le judaïsme. Je l'ai dit pour ceux qui ont écouté l'émission avec M. K, hein, la prière fondée par Vatican II, ne nous soumettez pas à la tentation. Hein, mais qui prie-t-on là? Qui prie-t-on? Ben, le Dieu juif qui soumet Jacob, je crois, ou Isaac à la tentation. Égorge ton fils, s'il te plaît, pour voir. Et non, c'est pas notre Dieu, ça. Donc cette église, hein, les catholiques aujourd'hui, tous les 1er janvier, vont assister à la messe pour la circoncision de notre Seigneur. Moi je veux tout ce qu'on veut, ça m'est égal. Mais saint Paul, gardez-vous des chiens, gardez-vous de la circoncision, épître aux Philippiens. Si vous vous faites circoncire, Jésus ne vous servira plus de rien, épître aux Galates. D'ailleurs, saint Paul a répudié en bloc le judaïsme, ne conviendrait-il pas à certains d'interdire aussi saint Paul avec Voltaire? Il faudrait leur proposer. Les catholiques et les progressistes sont donc ennemis politiques, nous le savons, mais frères humains à l'ADN commun. Cette consanguinité vient de ce qu'ils sont fils du même père. Ils vouent vénération au même père, mais ne lui prêtent ni les mêmes vertus, ni les mêmes intentions, et ce qui est plus singulier, beaucoup plus singulier, ils lui prêtent pas la même nature. Mais alors ce père juif,
fondateur du monde moderne ou de la religion, entretiendrait-il deux ménages? C'est pas bien ça, mais parce que l'un prétend que son père est le grand devancier laïque, démocratique et rationaliste, qu'il est le géniteur incontesté du monde moderne. Sachez que ce sont les Juifs qui ont fait la Renaissance, la Révolution française, le capitalisme, la mécanique quantique, l'expansion de l'univers. Et tout, quoi. Enfin, c'est un peuple élu. Il y a une élection qui se prête eux-mêmes, mais il y a aussi des penseurs qui sont aussi aujourd'hui très prévalents dans les milieux dits de la dissidence, qui proposent cette explication de l'origine de la modernité et de l'origine de tout. Alors moi je dis, le mieux serait de s'incliner devant une race aussi capable. Nous on fait pas le poids, nous on sait rien, nous on est là, d'ailleurs c'est bien ce que disait l'antisémite, le fondateur de l'antisémitisme, Drummond. Il dit, non mais là je zappe un peu ma conférence, je veux pas perdre du temps non plus, mais il disait ça, le goy il est chevaleresque, noble, mais il est un peu simple. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est dans mon livre, à la partie religion, je montre bien ce qu'il faut penser, je crois, de vouloir lier l'antisémitisme moderne, l'antisémitisme voltairien, de lui casser les jambes pour que l'antisémitisme ne marche qu'avec la vision religieuse. Jean-Paul II, Jean-Paul, en 1979, a solennellement qualifié Auschwitz de Golgotha du monde contemporain. Je vous laisse un instant de silence pour méditer tout de même. C'est du lourd quand même. Il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit le Golgotha, vous savez tout ce que c'est. Vous savez ce que ça signifie. C'est plus Jésus et sa croix, c'est Auschwitz. Moi on me dit, ouais, Félix, t'es pas catho. Mais qui est catho là? Devant quoi j'ai à rougir? Devant qui? 16, Benoît de son prénom, lui, il a prononcé l'anathème contre la vieille église qui avait nommé le peuple juif déicide. Et il l'a lavé de toute souillure du sang du Christ dans une bulle de savon probablement. Saint Augustin, que les Juifs ne disent pas, nous n'avons pas fait mourir le Christ. Il est évident qu'entre Augustin et Ratzinger, le catholique contemporain a choisi. Bon. L'ennui, c'est que la différence entre ces catholiques-là et les évangélistes américains ne m'apparaît plus à moi-même très clairement. Mais bon, peut-être que pour vous, elle apparaît. Cette tradition de l'origine non juive du christianisme, disons, fait le fond d'abord de toute la scolastique, qui, même si, bien sûr, elle ne partagerait pas ce martionnisme, je ne dis pas ça, mais elle est néoplatonicienne. Ernest Renan, qui, on le sait, a étudié en bon rationaliste la généalogie du christianisme dans l'Empire romain, a affirmé ceci. Il a affirmé que la séparation entre le judaïsme et le christianisme est totalement faite depuis longtemps, et il a écrit la thèse de ceux qui considèrent comme la religion arienne, qui le considèrent comme la religion arienne, le christianisme, par excellence est vraie. L'exégèse d'après laquelle le christianisme serait sculpté intérieurement dans l'Ancien Testament est la plus fausse du monde. Le christianisme a été la rupture avec le judaïsme. Saint Bernard, François d'Assise, Sainte Élisabeth, Sainte Thérèse, François de Sales, Vincent de Paul, Fénelon, Channing ne sont en rien des juifs. Ce sont des gens de notre race, sentant avec nos viscères, pensant avec nos cerveaux. Le judaïsme n'a été que le sauvageon sur lequel la race aryenne a produit sa fleur. Je rappelle que Renan était antisémite, progressiste. Bon. On pourrait citer aussi Paul Lecourt, auteur de Hellénisme et christianisme, la même thèse, Gaston de Lafont, les origines aryennes du christianisme, Georges Vacher de la Pouge, Arthur de Gobineau, etc., et même le grand Houston Stewart Chamberlain avec sa Genèse du XXe siècle, qui était trouvable un temps, qui est un chef-d'œuvre absolu dans lequel il démontre radicalement cette thèse. Même Engels, dans son histoire du christianisme primitif, et même Bruno Bauer, l'auteur de la question juive, dans sa thèse philosophique, estimaient tous, avec toute l'école hegelienne d'ailleurs, que le christianisme, dans sa totalité, était issu de la tradition philosophique gréco-romaine et nullement du judaïsme, auquel d'ailleurs il ne reconnaissait que peu de valeur. Je vous renvoie encore à mon Voltaire. On ne peut pas s'étendre
sur ces choses annexes, même si elles sont fondamentales. Dans cet ouvrage, j'ai opposé donc le post-moderne au moderne. C'est une facilité d'expression que j'ai eue pour rendre une compréhension plutôt délicate, parce qu'elle est complètement en contre-courant. Par post-moderne, j'entends l'idéologie du capital à son stade de décomposition, qui est notre époque, qui sera donc une idéologie de la décomposition, car nous sommes rentrés dans la béance d'un cycle historique qui creuse sa propre tombe et qui n'attend que son cadavre, le post-moderne et le post-mortem. Jésus a déjà comparé le monde et sa pseudo-réalité à un cadavre. Le moderne a soufflé les cierges de la religion, on le sait, le moderne a interdit la foi au nom de la lumière. Mais le post-moderne a éteint toutes les lumières. Nous sommes dans un nouvel âge des ténèbres. Il est une grande pensée traditionnelle qui a défini notre âge comme l'âge sombre, le dernier âge, le Kali Yuga. Sachons entendre la sombre leçon de l'âge sombre. Les allitérations à lire, c'est beaucoup plus difficile qu'à écrire. GPA, PMA, féminazisme, submersion par les marées noires proliférantieuses et croyancieuses, tout vient de l'idéologie de la putréfaction, qui est l'âme d'un capitalisme qui plonge son assise réelle dans la pourriture, les hedge funds. Ce monde n'est que pourriture. Il faut le dire calmement parce que c'est sa définition scientifique. Ce n'est pas un cri de colère que je pousse. Ce monde n'est plus que pourriture, gouverné par la pire pourriture. Les attaques ad hominem ne sont pas seulement justifiées, mais nécessaires et les seules possibles. En tout cas, c'est mon opinion. Ne pas voir ça, c'est être un animal de basse-cour. Oui, bon, excusez-moi, j'ai peut-être pas besoin d'écrire des phrases comme ça. Enfin, je la finis. Fait pour la ferme des animaux et donc le gouvernement des porcs. Oui, c'est pas très gentil. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été renversé que ce système historique ne mourra pas. Tout meurt. Des libellules aux étoiles. D'ailleurs, il est déjà crevé et nous vivons dans sa charogne. L'agitation du présent est celle des vers du cadavre. Tout pue. Le cadavre capitaliste se métamorphose déjà à autre chose. Marx a écrit au début du manifeste communiste ceci. Il a dit qu'un mode de production, il prenait tous les modes, par exemple le mode esclavagiste, finit toujours soit par une transformation révolutionnaire. Et l'exemple de la transformation révolutionnaire, c'est la transformation révolutionnaire du monde féodal qui a été liquidé par le mode de production bourgeois, par la révolution anglaise, XVIIe siècle, française, XVIIIe, allemande, XIXe. Ce sont des révolutions. La bourgeoisie, c'est une classe révolutionnaire. Soit, dit-il, par la destruction des deux classes en lutte. C'est-à-dire que si un mode de production n'est pas renversé par une force extérieure qui l'abat, ben il va pourrir. Tout meurt, je vous répète, tout se décompose. Le capitalisme a une origine. Et aujourd'hui, les bourgeois libéraux essaient de vous faire croire que le capitalisme, c'est l'état de nature. Non, c'est pas vrai. Le capitalisme, c'est un système artificiel qui naît sur deux choses qui sont parfaitement imprévisibles, inédites, et qui sont en réalité, datées. Premièrement, l'accumulation du capital, qu'il ne faut pas confondre avec l'enrichissement. L'accumulation du capital, ça veut dire qu'il y a tellement de puissance du capital qu'il devient une force productive, parce qu'avec lui, on peut faire des affaires. Et deuxièmement, l'existence d'une classe qui a été séparée de toute propriété, le prolétariat. En réalité, il y a eu un processus tout le long qui commence au XIVe, XVe, XVIe siècle, où toute la classe des petits producteurs, possesseurs de leur outil de travail, les petits artisans qui possèdent ce outil de travail, les petits paysans qui ont son lopin, toute une classe de pauvres, mais qui ont leur outil de travail, ont été séparés de leur outil de travail pour devenir une classe qui n'avait ni feu ni lieu, et juste leurs bras. C'est d'ailleurs leur force de travail. Et ça, l'existence de cette classe et l'existence de ce capital à l'autre bord ont évidemment généré le capitalisme. Donc on voit bien une naissance qu'on ne peut pas dire qui vient de la nature, de la liberté de chacun. Au contraire, puisque le capital correspond à la privation de la propriété pour le plus grand nombre.
à l'ultra-propriété pour une minorité. Donc un système pareil va crever, c'est une évidence. En douter, c'est être un libéral. Donc Marx dit, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je ne sais plus moi. Ah oui, je plaisante. Eh ben, voilà, donc il dit que soit un mode de production historique mourra par la révolution ou parce qu'il va se putréfier. Mais le problème, c'est que les communistes et les marxistes, ils ont cru longtemps que nous allions connaître la suite des événements que la bourgeoisie a fait connaître à la noblesse et au monde féodal. Mais ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on vit, c'est que le capital n'a pas été renversé révolutionnairement. C'est terminé. Ce qui n'a pas été fait ne le sera pas. Le prolétariat n'est plus qu'une fiction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ouvriers ni de prolétaires. Mais je dis qu'un prolétariat, pour Marx, c'est une classe ouvrière consciente. Hein? C'est inséparable, conscience. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse, c'est pour ça que je me suis fait révolutionnaire, parce que j'ai vu les ouvriers de l'IP. Je les ai vus, les mecs. Non seulement ils ont fait grève, mais ils ont fait remarcher l'usine en fabriquant des montres. Et ils disaient, nous les patrons, on s'en passe, on peut faire en montre. Donc ils montraient que c'était une classe prête. Ils nous appelaient, ils nous disaient, vous les intellos, vous les ingénieurs, on peut être la classe dominante. Moi j'y ai cru parce que c'était encore possible, mais aujourd'hui c'est plus possible. Et la définition de cette impossibilité, Marx la donne, il dit les deux classes fondamentales vont se décomposer. Alors lui, il prend l'exemple de celle de l'Empire romain, puisqu'on voit, vous savez que l'élite de l'Empire romain est devenue cette porcherie qu'on a appelée le bas empire. Et quant aux esclaves, ils se sont transformés et le christianisme les a relevés. Mais ils n'ont pas renversé révolutionnairement. C'est un nouveau mode de production, le mode féodal, qui a succédé. Pourquoi? Parce que par l'intervention extérieure de l'invasion des Germains, qui eux, ils ont apporté une nouveauté. Finalement, le monde féodal est à la confluence de l'esprit germain, apporté par les envahisseurs germains, du catholicisme, qui s'était emparé des masses, et des cités, qui sont tout ce qui nous est resté du monde romain. Là-dessus, la magnifique féodalité que nous connaissons a pu naître, mais elle n'est pas née d'un renversement. Donc Marx a toujours cru, et Dieu sait si on ne saurait lui reprocher, que le prolétariat révolutionnaire allait suivre le même chemin que la bourgeoisie, allait renverser cette bourgeoisie. Il ne l'a pas fait, pour des raisons qui seraient hors sujet. Mais c'est ainsi. Eh bien, les deux classes, dit Marx, dans ces conditions, les deux classes vont se décomposer et se putréfier, et se métamorphoser à autre chose, dit-il. Franchement, entre la grande bourgeoisie, j'entends un qui comprend ce que je vais dire, et la bande de milliardaires, c'est ça une décomposition de classe. J'entends tout le temps les gens de la droite dire l'idéologie dominante. Mais l'idéologie dominante, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils confondent avec désinformation. En réalité, pour produire de l'idéologie, il faut être une classe qui domine intellectuellement la société. L'idéologie de la classe dominante est l'idéologie dominante parce que la bourgeoisie était la grande bourgeoisie. N'oublions pas quand même qu'elle donnait des dites les noms, là, parce que je suis fatigué, moi. Enfin, des Proust, comment s'appelait le neveu de Poincaré, c'était quand même le physicien Poincaré. C'était une classe de laquelle sortaient les grands noms, quand même, les grands écrivains, les grands philosophes. Elle donnait la culture, quelle que soit l'opinion, par ailleurs, les Paul Valéry et consorts. Cette pourriture, on ne peut pas l'appeler autrement, de bourgeoisie de la Troisième République qui a fait quand même la guerre mondiale, c'était quand même une bourgeoisie qui avait pour frère, sœur, cousin, une classe éminemment cultivée et qui a donné le gros de la culture. C'était une classe dominante. Mais aujourd'hui, c'est une classe dominante? C'est une bande de milliardaires. Ils ne fournissent même pas d'idéologie, puisque l'idéologie, ils l'apprennent à la petite. Ils ont pris le féminisme à des espèces de tarés et ils piquent les délires du gender, ils en font leur idéologie, parce qu'ils ne peuvent pas produire de pensée.
C'est une classe décomposée. Le prolétariat, il a été remplacé par des prolifiques. Je suis désolé de le dire de cette manière qui est un peu provocatrice, surtout à ER, mais je ne vise pas des gens en particulier. Je veux dire que, pourquoi croyez-vous que le grand capital français a voulu remplacer le prolétariat français par des Arabes ou des Noirs? Les Noirs, c'est une autre question, surtout par des Arabes, parce qu'ils étaient islamistes. Parce que contrairement à tout le baratin qu'on nous sort, moi j'ai connu cette époque, la fin des années 70, c'est avec les imams venus d'Algérie que les gauchos se fritaient. Parce que le capital, ce qu'il voulait, c'était liquider la conscience. Il s'en fout qu'on soit arabe, noir, bleu ou rose, ça il s'en tape. Comme moi je m'en tape, comme à ER on s'en tape nous de ça. Mais le capital il s'en fout, mais il a fait le remplacement quand même pour faire régresser, et c'est réussi, non ? Bon, la régression, elle est effectuée. Le prolétariat, regardez, les gilets jaunes, on ne peut pas dire que c'est le prolétariat. Les gilets jaunes sont revenus à une révolte anarchiste, pré-prolétarienne. Nous sommes, parce que les gilets jaunes, moi je suis gilet jaune. Bien, c'est l'anéantissement de la civilisation prêtée à GPA, PMA, tout ça c'est dit. Alors après j'ai fait un peu d'écriture, sous le post-moderne et post-mortem, sous ce linceul funèbre, dévoré de punaises, qui c'est qui rit, dévoré de punaises, de bénitiers, de rats, d'infects, boucheries, cachères ou halal. Alors, nous sommes de croire dans l'horreur de stupides fadaises qui auraient supplanté la moderne clarté. Ténèbres contre ténèbres, nuit contre nuit, les trônes et les palais des rois sont brûlés, rien n'en reste, rien ne renaîtra. Les vieilles disciplines sont mortes. Philosophie, littérature, peinture, sculpture, musique, politique, tout est décomposé. Il n'y a que les mœurs, la vulgarité croissante et la mode vestimentaire, qui est l'imitation des clodos, qui est réellement fait sa mise à jour. La littérature, parlons-en. D'abord, on se met à déconstruire, puis on écrit comme des cochons. Et maintenant, les livres ne sont produits qui sont des produits qui ne plaisent qu'à ceux qui n'aimaient pas la littérature, puisqu'il n'y a pas d'écriture, pas d'idées, pas de littérature. Pareil pour la philo. D'abord, on a des philosophes de merde, Derrida, Lévinas. Puis, peut-on penser après Auschwitz? Il se demande. Bon. Sur ces ruines déconstruites sont venus les rats, les nouveaux philosophes. Alors là, c'est le Talmud, simplement rajeuni. Ils ont débarrassé la pensée de sa complexité dialectique. Ils sont dans le binaire. Totalitarisme, démocratie, le bien, le mal. C'est ça, les nouveaux philosophes. Puis sont venus les non-philosophes. Onfray. Onfray, c'est quoi? C'est Monsieur Homais, le pharmacien de Flaubert, qui est philosophe. Alors, pour ma matière de prédilection, les non-poètes sont les nouveaux poètes. Alors, eux, ils publient des pages couvertes de lignes inégales. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'au bout, on s'arrête avant, c'est ça. Aucune n'est un vers. Aucune n'est un vers. Et leur ensemble ne forme nulle strophe. C'est ça qu'on vend. Achetez de la poésie moderne. Et achetez à côté Verlaine, et dites-moi s'il y a quelque chose qui a subsisté de l'ancienne poésie. Rien. Les non-artistes, donc, tiennent le haut du pavé de l'art. Qu'est-ce que c'est d'autre que l'art contemporain, en dernière analyse, que la négation de tout art? Pas la peine d'aller chercher des définitions. Oui, mais ils sont passés par la critique de machin qui a tourné à gauche. Mais non, c'est de la merde. Le vagin de la reine ou le truc de le plug anal, ça ne signifie pas. C'est de la décomposition. C'est comme les tags, tu sais. À mon époque, on écrivait des trucs sur les murs, des trucs situationnistes. Tu sais, vous savez, les trucs de mai 68, c'était chouette. Sous les pavés la plage, tout ça était interdit d'interdire. Mais ça avait les tags, bon, tout est comme ça. Les non-poètes, je partage avec Nietzsche, qui lui-même reconnaissait sa dette à Voltaire, un goût pour la vision cosmologique. On ne sait pas assez que Nietzsche reconnut en Voltaire un esprit frère, un alter ego. À l'occasion du centenaire de sa mort, pas de la sienne, Nietzsche, de la mort de Voltaire, sinon il n'aurait pas pu lui dédier son dernier ouvrage, Humain, trop humain. Il y a une parenté philosophique chez les deux penseurs, avec parfois une inspiration cosmologique, mais ça je l'avais déjà dit. Or, le ciel, c'est le cosmos, duquel la langue a tiré cosmétique, car il est de l'ordre cosmologique, c'est-à-dire de la beauté. Or, si vous voulez encore avoir la croyance qu'il y a un progrès en science,
On n'a plus d'astrophysique, on a du cosmologos. Les chercheurs sont dans le productivisme. C'est pas de moi, c'est de Christian Magnan, physicien, qui a écrit un livre remarquable, il est vivant, en disant mais qu'est-ce que c'est ces merdes qui nous sortent, quoi. Il écrit, non, il dit mieux que ça, hein, lui. Les chercheurs sont dans le productivisme informatique factice, esclaves de leur schéma formel. Ils sont tombés dans des spéculations sans fondement, comme la matière noire, l'énergie noire, ou même l'infini. En réalité, il n'y a plus de progrès en sciences. Il n'y a juste qu'un renouvellement technologique incessant. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a qu'un progrès dans la falsification. Depuis qu'on nous a fait prendre le désert du Nevada pour la Lune, car le capital est impuissant à quitter l'enclos, les ceintures de vent à laine nous corsettent dans une camisole de force de radiation mortelle dont nous ne sortons pas. Alors depuis, on a fait gober aux bobos qui sont poussière d'étoiles. C'est ça maintenant que viennent les types, ils viennent faire des conférences. Oui, vous êtes poussière d'étoiles, mais ça c'est juste, comment on appelle ça, de la téléologie, c'est-à-dire qu'il y a un finalisme. Le cosmos, il a une finalité, c'est nous. Putain, la gueule de la finalité, il n'y avait pas mieux. D'ailleurs, non, franchement, on commence par créer les étoiles, les galaxies, pour finir par Aziza. Je dis ce nom au hasard. Non, mais on ressemble à une finalité de quoi que ce soit. Et où est la modestie nécessaire du vrai chrétien? Dieu, s'il existe, il ne peut pas être un être qui pense. Parce qu'il aurait peut-être un cerveau aussi, peut-être. Non, il est la conscience absolue. Lui, c'est... Nous, on pense dans... on a un tout petit truc, c'est dans une épaisse matière. Est-ce qu'on est capable d'empêcher un caillot de sang de nous rendre gâteux? Est-ce qu'on est capable de faire battre notre cœur? On n'est même pas capable de ça. Alors, il faut respecter le père de l'objectivité, qui, lui, nous enseigne. Le vrai génie, c'est se mettre en rapport avec la pensée objective et non pas avoir des idées comme poussière d'étoiles. Mais il est poussière d'étoiles. C'est la religion des bobos de X. C'est le but du Big Boom. Tout cet universel chambardement, le grand bazar, le Bataclan, l'inflation, la matière noire, pour en arriver triomphalement à lui. Au lieu d'être humilié, comme le moderne l'a été, par la révélation de son insignifiance. C'est ça la révolution copernicienne. L'insignifiant postmoderne, il saute de joie comme une punaise dans un hôtel du 19e arrondissement. C'est la nouvelle révélation. Le silence éternel de ces espaces infinis l'éclate. C'est l'anti-Pascal, le postmoderne, le nihilisme chevillé à l'âme. Il sécrète le nihilisme avec ravissement. Ne croyez pas que je fasse que des phrases là. C'est pour vous dire que comment on ressuscite la croyancerie en ariennerie, la croyancerie sénile, dans un âge de décomposition. Et là, ils n'ont rien à envier à nos amis du Coran, parce que eux au moins ils croient dans des valeurs sûres, Mahomet, Ramadan, Al-Ali, égorgement et tout le Bataclan. Mais les autres, hein, une époque, un cycle, une période, comme on disait jadis chez les marxistes, a bien sûr une cause, une généalogie, rien ne sort de rien, mais c'est aussi une singularité. En un mot, il y a de l'émergence, de la nouveauté, de l'inédit. C'est ce que les scolastiques appelaient la nature créatrice, la natura naturans, la nature naturante, c'est-à-dire qui produit d'elle-même. Hein. Et ce qu'elle produit, c'est la natura naturata, la nature naturelle dont elle n'est que l'effet. Les hommes font leur histoire, certes. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure que j'avais déjà répondu, j'allais en parler dans mon truc. Les hommes font leur histoire, certes, mais comme dit Marx, ils ne la font pas consciemment. Les hommes ne savent pas ce qu'ils vont mettre au monde. Comment le sauraient-ils? Comment le saurions-nous? L'esprit, le père et l'esprit d'objectivité. Non pas les idéologies du narcissisme, qui sont le crétinisme en marche pour se faire revoir comme bolchevique pour les gauchos, ou féodal comme les cathos. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? L'automouvement du monde se passe d'une cause extérieure au monde. Que d'une manière globale on puisse qualifier ce changement comme une involution, il est évident que ça, c'est certain. Mais il faut encore de cette involution en découvrir le moteur. Marx a découvert le moteur, lui, du renouvellement des modes de production. Et il dit que ce moteur, c'est la lutte des classes. C'est pas lui qui invente la lutte des classes, d'ailleurs. Il dit pas... Il s'est expliqué là-dessus, mais on me dit, j'ai inventé... Non, la lutte des classes, il y a d'autres... Ricardo en avait parlé.
Adam Smith en avait parlé. Les économistes anglais, bien avant Marx, disaient il y a lutte des classes, c'est un truc normal, comme l'oxygène, hein, c'est comme ça. Mais Marx, lui, ce qu'il a fait en plus, c'est qu'il en a fait le mouvement, c'est-à-dire la cause intrinsèque au dynamisme de la réalité. Et Julius Evola a écrit ceci. Il faut admettre que l'historiographie de gauche a su se pencher sur les dimensions profondes de l'histoire, au-delà des conflits et des bouleversements politiques épisodiques. Elle a su découvrir le processus général et fondamental qui s'est réalisé au cours des derniers siècles dans le sens d'une transition d'un type de civilisation à un autre, et que la base de cette interprétation a été à cet égard marquée par l'économisme et la lutte des classes, n'enlève rien, dit Evola toujours, aux dimensions grandioses du tableau d'ensemble de cette historiographie. Le saviez-vous que Evola avait rendu... Ah oui? On est deux à avoir lu Evola. Parce qu'Evola, il va avoir le même... J'espère que vous veillerez à ce que ça ne soit pas le cas, que ce ne soit pas une prophétie, le même destin que Marx. Tout le monde va en parler, mais personne ne va le lire. Ouais, parce que vous allez le voir, Evola, il dérange pas mal. Déjà, il dit ça. Et donc, son projet à lui, à ce bon Julius, ce sera de fonder lui-même une historiographie qui ait la même profondeur que la marxiste. Il n'hésite pas à dire lui-même. Comparé à l'historiographie de gauche, celle propre à la tendance de la droite apparaît donc, je cite, superficielle, épisodique, bidimensionnelle, parfois même frivole. On ne saurait être plus précis, sauf à ajouter moraliste et ridicule. Ce moteur du mouvement de l'histoire sera pour lui, là aussi, vous le savez, mais les lecteurs d'Evola, combien sont-ils? Pour Evola, donc, le moteur du mouvement de l'involution, c'est la dialectique entre la virilité spirituelle et le principe féminin. Attention au contresens. Ne prenez pas la mouche. Mesdames, survivants du féminicide, il y en a encore 2 ici, quand même. Quand même, ça cartonne, le féminicide. Bon, ne prenez pas la mouche. Ça ne veut pas dire les hommes contre les femmes. Et Evola est un métaphysicien, ce sont les principes. La virilité spirituelle pour Evola, ce n'est pas l'ensemble des mâles et la polarité féminine, l'ensemble des femmes. La preuve, aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont féministes. D'ailleurs, pourquoi crie-je? D'ailleurs, il y a... Oui, là, on dirait que je fais un sketch. D'ailleurs, Evola, il faut le lire d'une façon créatrice, Evola. C'est pas un type à lire comme on lit René Guénon. Parce que René Guénon, non, c'est vrai, c'est pas pareil. René Guénon, lui, c'est un positiviste quelque part. Je l'entends se retourner dans... Mais non, t'es pas positiviste, mais il a une démarche vraiment linéaire, lui. Il décline les choses qui s'impliquent l'une l'autre jusqu'à la fin. Et voilà, lui, il n'hésite pas à rompre d'une manière dialectique. Sachez que la première manifestation de la polarité féminine pour Julius, il m'excusera de cette familiarité, c'est pas un homme avec qui on pouvait être familier à mon avis. Evola, Julius, voit la manifestation de la polarité féminine dans sa première manifestation, dans la case sacerdotale. Et à la différence d'un Guénon qui va vous décliner la règle, vous connaissez la règle, âge d'or, l'âge sacerdotal, on est directement à l'eau, comme Moïse, vous savez, c'est le mec de Moïse, il avait sa tablette, c'est le seul qui a téléchargé directement. Mais non, mais il se baladait tout le temps. Pour Guénon, il y a eu un âge où les types ils étaient en prise directe avec la tradition immémoriale, donc ils savaient. Et eux-mêmes, donc, ils passaient ça aux rois, qui passaient ça aux bourgeois et aux paysans. Tout était en ordre. Là, tout n'était qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Malheureusement, d'après Evola, non. Pour Evola, c'est la caste guerrière. La caste royale, quand elle est guerrière, qui est la maîtresse du jeu, qui est la tradition.
Voilà. Et il dit que le passage du pouvoir au prêtre, j'allais dire à la prêtraille, mais il faut dire au prêtre, c'est déjà une féminisation. On va employer ces termes. Il y a suprématie, dit-il, de la caste guerrière sur le sacerdoce, la primauté sur le sacerdoce précisément comme dans le symbole, le soleil a la primauté sur la lune et l'homme sur la femme. Et il voit le pouvoir sacerdotal, l'église, la caste des prêtres comme d'essence femme, femelle. Moi j'ai mis un F, c'est pour ça que je dis féminine ça doit être. De ce point de vue, oui là je romps un peu avec... on arrête sur Evola je pense. On reprendra. Parce qu'il va revenir. De ce point de vue, la contestation catholique correspond à la protestation du féminisme matriarcal contre le féminisme amazonien. Déméter contre Aphrodite. Oui, donc je reviens à Evola, effectivement, je suis obligé. Non, mais je suis obligé pour expliquer ce que je viens de dire, parce que ce que je viens de dire, c'est inintelligible. Là. Pour Julius, la dialectique est de la manière suivante. La polarité féminine va l'emporter sur la polarité masculine, sur la virilité spirituelle dans un premier temps, par l'existence d'une caste sacerdotale qui va s'ériger en maîtresse, et c'est elle qui va donner l'onction au roi. Le roi ne la prend plus de lui-même, par sa volonté de puissance. C'est très proche de Nietzsche, quoi qu'il pensait, et voilà. D'ailleurs, il le reconnaît. Il dit que ce qui manque à Nietzsche, c'est finalement la connaissance de la tradition, mais c'est vraiment des pensées de la volonté de puissance. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Donc si ce féminisme sacerdotal, lunaire, il va forcément générer une réaction. La protestation masculine. La virilité spirituelle va s'opposer, naturellement. Et lui, il dit que ça, c'est positif, parce que ça va créer un type, le type du héros. Pour lui, il explique toute la geste du Graal, de la quête du Graal et toute cette gestuelle, par cette traduction de tentative héroïque. Oui, je sais, il explique aussi, parce que vous avez l'air de le savoir, par le gibellinisme et les guelfes. C'est-à-dire, c'est sûr, il y a ça derrière. Mais de toute façon, il trouve une positivité dans cette domination de la caste sacerdotale, en ceci qu'elle va générer en protestation une possibilité de restauration de la virilité spirituelle. Et pour lui, cette restauration de la virilité spirituelle, c'est l'ordre monarchique. Mais attention, là encore, attention avec Julius. J'en parle parce que je suis entièrement d'accord avec lui, simplement par adhésion spirituelle. Il dit attention, lui, Julius Evola, il est de la première, il fait plutôt, si vous voulez, pour rester français, il fait plutôt partie du mouvement français qui a été la fronde, ou qui a été la protestation de la noblesse. Parce que la monarchie absolue, c'est-à-dire qui fait le fondement du maurassisme, et la nostalgie de la monarchie absolue, il ne faut pas oublier que la monarchie absolue, un Evola par exemple, ou un duc de Saint-Simon, ou un Taine, ou Tocqueville, moi-même, nous en faisons le début du jacobinisme. Qu'est-ce d'autre que... Enfin, franchement, et Marx lui-même dit que la lutte des classes, pendant la féodalité, en Angleterre et en France essentiellement, ça a été une lutte, bien sûr, fondamentale entre la noblesse et la paysannerie, le servage. Mais, dans les classes réellement existantes, dans son langage, Marc parlait de la bureaucratie royale, du roi, et de son point de vue, qui s'est toujours allié à la bourgeoisie contre la noblesse. Quiconque est un peu sérieux et n'a pas envie de raconter une histoire pour les tout-petits, sait que depuis au moins Richelieu, tout ce que fait la monarchie française, c'est repousser la noblesse. Or, pour Evola, la grandeur du roi, c'est quand il est choisi par ses pairs. Vous voyez ? C'est un type qu'on peut tutoyer. Il a une onction, certes, mais avec ses camarades, je dirais, gentilhomme, il est légal. Le fait qu'un roi, tout d'un coup, devienne aussi grand qu'un Louis XIV, regardez ce qu'a fait Louis XIV de la monarchie française. Lisez le duc de Saint-Simon, le méchant duc, comme on dit, qui était le livre de chevet de Monterland et de tous les vrais réactionnaires.
Parce qu'il y a deux réactions, si vous voulez. Il y a la réaction maurassienne, mais moi je ne l'aime pas. Mais je ne dis pas ne lisez pas Maurras. Maurras est un immense écrivain, il faut le lire. Mais Maurras, finalement, lui, est nostalgique de l'ancien régime, de la monarchie absolue. Mais il y a eu une réaction plus en avant, qui elle-même voyait et comprenait d'ailleurs que le jacobinisme, c'était anti-aristocratique au possible. Et la monarchie française s'est construite en grandissant et en s'appuyant sur la bourgeoisie. Ensuite, qu'au dernier moment, au moment ultime de la crise, Louis XVI se soit écrié « Ah non, je ne peux pas abandonner mon clergé, ma noblesse ». Mais là, on parle de son être. Tout d'un coup, il a réalisé qu'il allait perdre son... Bien sûr qu'il est de la noblesse et du clergé. C'est sa race, c'est sa famille, c'est sûr. Mais il fait partie de la lignée qui ont abaissé les perruques à Versailles. Excuse. Lisez le duc de Saint-Simon. Qu'est-ce que c'est C'est une castration. Qu'est-ce d'autre? Sincèrement. Donc, Evola est de ce type de pensée. Donc, n'allez pas croire, parce que, excusez-moi de dire ça, mais j'ai une raison de le faire. J'ai écouté une recension de la présentation du livre de contre-culture de Julius, Evola, par un éminent personnage que je ne connais pas, brillant d'ailleurs, au demeurant, mais qui le rapproche de Maurras. Ah non, non, c'est antagoniste. Antagoniste. D'ailleurs, voilà, d'ailleurs rien. Donc, la dialectique, je dis bien la dialectique évolienne est celle-là. Donc, la caste sacerdotale va générer la protestation virile, le héros. Mais il va y avoir, d'après Evola, il y a un autre féminisme, une autre gynécocratie, parce que le terme de gynécocratie, je l'ai pris à Julius, qu'il a lui-même pris à Bachofen d'ailleurs. Ce pouvoir féminin, c'est le nôtre. Mais là, c'est plus Déméter, c'est-à-dire la mère, parce que la caste sacerdotale, finalement, c'est matriarcal. Hein. Écoutez, ne dit-on pas notre Sainte Mère l'Église? N'y a-t-il pas que des bonnes femmes à la messe? Il y a eu un temps en Europe, oui, mais ça a été vrai, ce que je dis a été réellement vrai. Moi, je viens du sud-ouest de la France. Eh ben, le dimanche, à 11h, il y avait nous, les enfants, et les femmes. Les types, ils jouaient aux boules, ou ils fumaient dehors en fomentant des révolutions. Non, mais c'est ça. La féminisation de l'Église, c'est intrinsèque, et voilà, à la caste sacerdotale. Mais c'est important de le voir, il me semble. Puisque aujourd'hui, vous avez des dames, et pour lesquelles j'ai le plus profond respect, et ne croyez en aucune ironie de ma part, qui sont aujourd'hui, qui font barrage, par exemple, à la pédophilie, et qui dénoncent la fin de la famille, tout ça. Beau boulot. Elles sont irremplaçables. Et il faut les féliciter. Mais dès lors qu'on parle un peu plus loin, il faut quand même s'apercevoir qu'elles représentent, avec la théorie de la complémentarité des sexes, et en fait, elles représentent, si vous voulez, cette domestication du mâle par la femelle qui est dans la volonté de l'Église. Hein. C'est quand même matriarcal, c'est ce que je cherchais à dire. Je n'ai pas apporté un jugement de valeur. C'est véritablement matriarcat contre. Aujourd'hui, nous avons un féminisme amazonien, qui est d'ailleurs celui du Kali Yuga, de l'âge sombre, l'âge de Kali. Kali, c'est la déesse de la femme, mais essentiellement du sexe et de la destruction. Aujourd'hui, tout tourne autour de la femme et de son sexe. Tout tourne autour de ça. Tout. Donc, plus en avant contre ce féminisme amazonien, avec l'obsession de la femme et de son sexe. Citation de Julius, il y a l'homme, mais l'homme qui n'est plus esprit et qui pourtant se dresse contre ce symbolisme lunaire. C'est le mythe titanique, ce sont les géants, c'est l'âge de bronze. Oui, là je me suis planté, c'était la protestation, la première protestation contre une forme de féminité. Mais quand il parle de la nôtre, et à notre époque du féminisme totalitaire, de la gynécocratie réalisée, qui est la féminisation totale du spirituel, je cite Julius, la contrepartie inévitable de toute féminisation du spirituel est la matérialisation de la virilité. La matérialisation de la virilité. Il parle en philosophe, hein. Il ne parle pas en gynécologue. La nature chtonienne, c'est-à-dire terrestre, souterraine, du principe féminin,
pénètre jusque dans le principe viril et le dégrade en un sens strictement phallique. Je vous rappelle que Julius, dans sa jeunesse, il a été coureur de jupons. Hein. C'est pas un bigot, hein. Il dit pas ça pour dire... Vous comprenez ce qu'il veut dire, hein? La femme domine, c'est toujours Evola, la femme domine maintenant l'homme en tant que celui-ci devient esclave des sens et simple instrument manipulable de la procréation. N'est-ce pas là clairement décrit notre monde? Avoir résisté au féminisme, ça aurait été avoir résisté rationnellement en imposant notre logique et notre raison et notre volonté. L'homme a capitulé collectivement. C'est une donnée de la réalité. On ne peut pas dire les femmes, c'est le féminisme. Le féminisme a littéralement enlaidi les femmes d'une manière telle qu'on ne peut plus les appeler le beau sexe, mais a rendu l'homme à peu près très insuffisant. Donc tout le monde a mangé. Moi, je ne suis pas plus misogyne que ça. Hein. Le mâle a capitulé, la langue pendante devant les nouvelles sans-culottes qui submergent la royauté virile sous leurs flots amazoniens de cyprine. J'étais à jeun quand j'ai écrit ça. L'antique subordination du principe féminin, l'antique subordination du principe féminin à la virilité sera remplacée par celle du tronc phallique à l'involucre efflorescent. Il ne reste plus qu'à tirer l'échelle. Sous la tonnelle, l'histoire ne fut qu'un bref accident. Avec le grand Julius, on est à 15 milliards d'années-lumière de la platitude du positivisme, de la pauvreté unidimensionnelle du maurassisme. Maurras, c'est la pensée félibrige, anti-Bosch, qui s'est de toute façon disqualifiée à jamais en étant l'aile droite vers la première boucherie impérialiste. Je suis désolé. On peut me dire ce qu'on veut. Bon. C'est comme la petite... la nénette, la nièce. Greta. Non. Il y a une autre petite qui zémourienne, là, qui est la droite. Marion, cette chère Marion. Ouais, Marion. Attends, Marion, elle a voté l'état d'urgence. Hein. Je voterai ce projet de loi, à la fois l'adaptation et la prolongation de l'état d'urgence, car une situation exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles. Elle a dit oui. Et ça ne lui aurait pas plus diabolisé de dire non. Je veux dire, on juge l'arbre à ses fruits et non pas à ce qu'il dit. Hein. Quiconque vote l'état d'urgence, il peut toujours parler après. Moi, je ne viens pas l'écouter. Hein. Mais chacun ses goûts. Je ne suis pas, encore une fois, je répète, j'ai rien contre Maurras, et j'en recommande la lecture. Hein. Maurras est un immense écrivain. C'est pour ça, vous savez, sa thèse à Maurras, qui est complètement idiote, c'est de dire que le classicisme, c'est français et contre-révolutionnaire, et le romantisme allemand, c'est ça, la révolution. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot, quoi. Non, c'est pas vrai. Le classicisme, c'est issu de l'Ancien Régime. Mais l'Ancien Régime, comme je vous l'ai montré, c'est la capitulation de la noblesse, finalement. Le classicisme, je trouve ça très beau, par contre. Je suis d'accord avec lui, esthétiquement parlant. De toute façon, il y a une beauté à lire Maurras, et on ne perd pas son temps, parce qu'il il a quand même une logique, une logique mécanique qui est magnifique. Hein. Donc moi, je ne m'appelle pas, comme je dis pas interdire quiconque. Il faut lire Maurras, mais avec un esprit critique, et répondre à nos amis, nos chers amis d'Action française qui sont parmi nous, et qui sont des gens très valeureux, et humainement, de qui on se sent extrêmement proche, en tout cas moi, mais leur dire, écoutez, des restaurations, il y en a eu. Il y a eu Louis XVIII. Louis XVIII, Marx a appelé ça le règne des Juifs de la Bourse. Et c'était vrai, disait Balzac. Hein. Après, il y a eu Charles X qui s'est planté. Puis après, il y a eu l'autre, là. Louis-Philippe. Louis-Philippard, ça veut dire philistin, hein, bourgeois, réellement. Y a-t-il eu un régime plus bourgeois, là encore, Balzac, hein, que le régime de Louis-Philippe hein. Donc, faites une réaction maintenant, mes chers amis, mais on va avoir un roi bourgeois, comme au Maroc ou comme en Espagne. Alors, vous avez vu l'Espagne oui, bien sûr, ça a de l'allure, le cercueil, mais c'est qu'un cercueil. Mais est-ce que le roi, il empêche la gay pride? Est-ce qu'il empêche quoi que ce soit? Mettre un roi ici, c'est mettre un roi bourgeois. Pointe à la ligne. Il n'y a pas de... On ne restaurera rien.
Or, on ne rajeunit pas. Voilà mon objection. Cette pensée maurassienne donc, fait de la Révolution française l'événement fondateur. Elle axe tout ça. Il y avait un ancien régime qui vivait selon la tradition. Là, tout n'était qu'ordre et beauté, etc. Puis tout d'un coup, blam, orage dans un ciel serein, les salauds de révolutionnaires viennent foutre la merde et nous font le jacobinisme, le génocide vendéen, où on a brûlé des femmes dans des fours crématoires. Non, mais pourquoi dire un génocide vendéen? C'est ridicule, c'est pas un génocide. Bon, cette pensée, je vais dire, aujourd'hui, le moderne nous fait le même coup avec le... Enfin, non, la dissidence maurassienne fait le même coup avec 68. On nous dit, ouais, comme Ben dit, les gauchistes, ils ont fondé notre monde sociétal. Là-dessus, j'ai écrit quelque chose que je vais vous rapidement passer. J'espère emporter la conviction, c'est tout. Mais 68, comme toute chose réelle, portait sa propre négativité. Ce mouvement, je change, ce mouvement de la jeunesse étudiante du monde s'inscrit dans une vague trop mondiale, trop immense pour être ramenée à une révolution orange. Il n'est pas possible de faire d'une vague mondiale un printemps arabe. Mais 68, comme toute chose réelle, portait sa propre négativité. Toute chose réelle a forcément son propre négativité. Il était si total. Je ne suis pas d'accord pour dire que son essence fut prolétarienne. Il n'y a guère qu'en France et en Italie, de façon moindre, et aussi un peu en Allemagne, que le prolétariat a tenté d'y jouer sa propre carte. La grève générale en France ne doit pas nous bluffer. Si elle avait été à la hauteur de ceux qui disent quelle était la substance révolutionnaire de mai 68, il aurait fallu des tanks et l'aviation pour la faire rentrer dans l'usine. Or, il a suffi des accords de Grenelle et de la bonne bouille de Séguy. On ne peut pas séparer la classe ouvrière des années 60 d'avec le parti communiste qui est en quelque sorte son église. C'est une totalité intrinsèque. Séparer l'un de l'autre comme l'ont fait les gauchistes, c'est une sottise. Non, mais 68, ce n'est pas prolétarien. Ce qu'il y a de vivant, de réel, d'authentique en mai 68, ce qui en fit sa totalité, c'est qu'il fut idéaliste et utopique. Je répète d'abord, il est mondial. Il a lieu à Budapest, en Pologne, même en Chine. C'est un mouvement de la jeunesse. Pasolini dit que c'est une surrection du vieux monde qui pousse son dernier cri d'agonie. Donc, mai 68, c'est le moment, c'est l'avènement du monde de postmoderne, mais c'est pas son père, c'est le moment. Et comme c'est un moment de rupture, il faut bien que, comme quelque chose qui passe d'un état physique à un autre, il y ait un événement. Mais on ne peut pas faire des ridicules pignoufs, des guignols, comme Cohn-Bendit, les pères du monde postmoderne. C'est impossible, sauf à cesser de vouloir penser. D'ailleurs, je le dis, quant aux dirigeants gauchistes, ils étaient des révolutionnaires de pacotille, de comédie. Ils l'ont largement prouvé par la suite lors du retournement des années 80. En France, là, presque tous ont capitulé. Leur bagage intellectuel fut épousseté comme une vile poussière sur des livres qu'on n'a jamais ouverts. Les Mao muèrent en néocons et les Trotskards furent ramassés par la benne à ordures mitterrandienne pour être jetés par la fosse puante de SOS Racisme. Oui, je sais, mais je veux pas... J'en rajoute un peu dans le style parce que je pense qu'il faut montrer qu'il y a une profondeur dans cette affaire. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce qu'il y a de réel, de vivant, d'authentique. En mai 68, ce qui fit vraiment son être, sa totalité, c'est qu'il fut idéaliste et utopique. Dans son essence, il est hippie, il est donc chrétien, goy. Changer la vie, ici et maintenant, disait-il. Se détourner du vieux monde, rendez à César, laissez-nous en paix, laissez-nous écouter notre musique à Woodstock. C'est tout, il n'a pas dépassé ça. Mais ça, c'est un moment de crise, et pas un moment fondateur. De mai 68, rien n'est sorti, même pas des dirigeants d'ailleurs. Si, mais il a fallu 50 ans de contre-révolution, parce que ce qui s'installe sur les débris de mai 68, c'est la contre-révolution et non pas la révolution. Tout est là. Pour moi. Un mouvement utopique contient nécessairement l'utopie sexuelle.
Le plus grand des plaisirs, c'est le plaisir d'amour. La plus grande des oppressions, c'est l'oppression sexuelle. Donc le désir de libération sexuelle, il est dans un mouvement de ce type. Forcément, où voulez-vous qu'il soit? Il était déjà dans la révolte des esclaves de Spartacus. Ils ont voulu changer les rapports comme ça. L'homme souffre de l'oppression sexuelle. L'homme, quand je dis l'homme, j'embrasse aussi les femmes, hein, les deux sexes, la nature humaine. Donc il est normal qu'ils ont voulu changer la vie, ils ont voulu changer ça. Et c'est là, hein, puisque la substance de notre être, c'est l'éros. Le premier des rapports de production, c'est le rapport de la vie. Donc le rapport entre l'homme et la femme, le cœur, l'essence de cette révolution historique et utopiste est là. Et s'arrête là. Le fondement de 68 n'est donc pas dans l'économie politique, mais dans l'économie libidinale. Le désir de révolution sexuelle implique le désir d'émancipation de la femme, bien sûr. Mais de quoi? That is the question. S'émanciper d'elle-même, c'est-à-dire de son hypergamie, ou émanciper la femme de l'oppression des hommes. Chers amis, qui sont donc devenus depuis quelques instants chers ennemis, oui, j'avais mis ça, j'avais prévu que je serais... Pour contrer les puritains de gauche qui voient de l'oppression des femmes à tous les étages, on trouve maintenant les puritains de droite qui voient de la permissivité et du libertinage partout. Ah bon? L'infime antiféminisme est aux mains des cagots. Ce n'est pas une remarque antireligieuse, c'est un constat d'absence de vigueur. Il est vrai que les Cubénis ont reçu le renfort théorique puissant des pantalons de velours staliniens qui décrivent notre société de flics et de crevures galonnées comme libérales libertaires. Quoi de plus annonciateur du féminisme que la femme, avenir de l'homme, du Parti communiste, et que les punaises de bénitier de l'Église. Féminisme et cléricalisme ont toujours marché la main dans la main, et même la main ailleurs. Le tournant de la rigueur aurait marqué un tournant libertaire. Les colonnes blindées de l'abrutissement spectaculaire, parce qu'elles étaient recouvertes de fleurs et de guirlandes aux couleurs criardes LGBT, ont abusé ces gros durs qui n'ont vu que les plumes au cul. Les zimboum des grands concerts fascistes, du SOS sexisme et homophobie, ont masqué sa nature réellement fasciste, comme les hurlements de la racaille importée ont assourdi les râles d'agonie, des centaines de petits blancs sous les couteaux des potes au patronyme soigneusement éteint par la presse pourrie. Les sections d'assaut immigrés, la Gestapo féministe avec ses chiennes de garde, la bave aux lèvres, parce que ce sont les deux mamelles siliconées du monde postmoderne étaient exhibées dans le poste par des putains fardés, et elles sont passées pour une variante du bolchevisme, alors que c'est du capitalisme ultra. Le néofascisme actuel, celui qu'avait prévu Pasolini, d'apparence absolument contraire au paléofascisme, leur manque son essence policière et répressive. L'antifascisme contemporain n'est pas le contraire du fascisme, mais un fascisme contraire. On voit d'ailleurs, vous voyez que Joseph de Maistre m'a aussi appris à penser. Maistre qui va considérer que la Restauration sera pire que la Révolution, puisqu'il a été déçu, puisque lui, il y a vu justement l'impossibilité de revenir en arrière. On aurait pu croire que Joseph de Maistre avait eu ce qu'il voulait. Eh bien non, il a vu que les choses étaient irrémédiables. C'est tout, hein. Flaubert, anti-moderne farouche, comme on le sait, je vous l'ai dit, révérait Voltaire, autant qu'il méprisait les voltairiens. Ça, je vous l'ai dit aussi. Comme ces gens, dit-il, des voltairiens, ces gens qui rient sur les grandes choses. Alors que Voltaire, dit-il, grinçait. Et il ajoute, son écrason, l'infâme, est un cri de croisade. Son intelligence est une intelligence de guerre, dit. Je partage cette opinion sur Voltaire. Voilà ce que je voulais sauver de Voltaire, chers amis. Nullement son antisémitisme, on s'en doute, mais ce qui est s'il est. Mais son esprit. Eugène Delacroix, un des rares romantiques qui ait aimé Voltaire, disait qu'il louait cette merveille de lucidité, d'éclat et de simplicité tout ensemble de son œuvre, avec cette clarté d'expression, cette élégance et cet esprit. C'est de cet esprit dont, visiblement, on ne veut pas. Voltaire, l'ennemi du fanatisme, soi-disant. Oui, mais lequel? Oui. Le vulgaire sera toujours fanatique, dit Voltaire. Voltaire, donc,
n'était pas un bourgeois libertaire, ni même leur ancêtre, ni leur précurseur, mais un esprit libre, un libertin d'esprit. Amen. Je vous remercie de votre attention.